En revanche, il reste la problématique de l'ennui. Que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur? À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. Merci d'être venu. Vous êtes un habitué de Davos. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous vous en sommes reconnaissants de partager avec nous vos perspectives. Monsieur le Président de la République. Voilà, Emmanuel Macron en direct sur France Info. Merci beaucoup, professeur, cher Klaus. Il n'y a rien que Joseph Goebbels ignorait concernant toutes ces idées sur les fake news et l'imposition de la vérité. L'une de ses célèbres déclarations est que si vous répétez un mensonge assez souvent, les gens penseront que c'est la vérité. Et plus le mensonge est gros, mieux c'est. Car ça ne viendra pas à l'esprit des gens que quelque chose de si gros puisse être un mensonge. Et je pense que les fake news nous entourent depuis des milliers d'années. Prenez la Bible. Une des options mentionnées par certaines personnes est que seule une catastrophe pourrait ébranler l'humanité et ouvrir la voie vers un véritable système de gouvernance mondiale. Et ils disent qu'on ne peut pas le faire avant la catastrophe. Mais nous devons commencer à poser les fondations, afin que lorsque le désastre se produit, nous puissions réagir rapidement. Et le Covid est capital parce que c'est ce qui convainc les gens d'accepter. C'est ce qui légitime la surveillance biométrique totale. Si on veut stopper cette épidémie, nous ne devons pas juste surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sous leur peau. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est des corporations et des gouvernements collecter des données de nos déplacements, des gens que l'on rencontre, des films que l'on regarde. La prochaine étape, c'est la surveillance qui va entrer dans notre corps. Nous voyons à présent des systèmes de surveillance de masse mis en place même dans les pays démocratiques qui jusque-là les avaient rejetés. Et nous voyons aussi un changement dans la nature de la surveillance. Avant, la surveillance était principalement hors du corps. Maintenant, elle rentre dans le corps. Les gouvernements ne veulent plus seulement savoir où on va ou qui on rencontre. Par-dessus tout, ils veulent savoir ce qui se passe dans notre corps. Quelle est notre température corporelle? Quelle est notre pression sanguine? Quel est notre état de santé? Maintenant, les humains sont en train de développer des pouvoirs encore plus grands que jamais auparavant. Nous sommes réellement en train d'acquérir des pouvoirs divins, de construction et de destruction. Nous sommes vraiment en train d'améliorer les humains en Dieu. Nous avons besoin, par exemple, de pouvoir réécrire le code du vivant. Les humains sont maintenant des animaux que l'on peut pirater. Vous savez, toute l'idée que les humains ont cette âme, cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre, et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc l'idée que quoi que je choisisse aux élections ou au supermarché, ce serait mon libre arbitre, c'est fini. Je veux dire, toutes ces histoires à propos de Jésus ressuscité des morts et fils de Dieu, c'est des fake news. Je sais que ces dernières années, nous avons vu des politiciens populistes saper volontairement la confiance que les gens ont dans des institutions importantes, comme les universités ou les médias respectables de la presse. Ces politiciens populistes ont dit aux gens que, par exemple, des scientifiques sont une petite élite. De puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Et comme on a entendu ici précédemment, sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer.
Ce débat sur la vie privée par rapport à la sécurité se trouve dans toute civilisation que l'on peut citer. Mais il y a quelque chose que vous savez pour la première fois dans l'histoire, c'est qu'il est possible d'éliminer complètement la vie privée. Ça n'a jamais été possible avant et c'est possible maintenant. Quelque chose de fondamental a changé. Quand les dictateurs ont toujours rêvé d'éliminer la vie privée, surveiller tout le monde, tout le temps, et savoir tout ce que vous faites, et pas seulement tout ce que vous faites, mais aussi tout ce que vous pensez, et tout ce que vous ressentez. Que ce soit un tyran de la Grèce antique ou que ce soit Staline, ils en ont toujours rêvé. Ils n'ont jamais pu le faire car c'était techniquement impossible. Maintenant, ça l'est. Nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens. Parce que dans les générations à venir, nous apprendrons à concevoir des corps, des cerveaux et des esprits. À quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Cela sera décidé par les personnes qui possèdent les données. Pourquoi les données sont-elles si importantes? Elles sont importantes parce que nous avons atteint un stade où nous pouvons non seulement pirater des ordinateurs, mais également des êtres humains et d'autres organismes. De quoi avons-nous besoin pour pirater un être humain? De deux choses. Beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données, plus particulièrement des données biométriques. Mais le contrôle des données pourrait permettre aux élites de faire quelque chose d'encore plus radical que de simplement construire des dictatures numériques. En piratant les organismes, les élites peuvent acquérir le pouvoir de redéfinir l'avenir de la vie elle-même. Parce qu'une fois qu'on a le pouvoir de pirater quelque chose, on a généralement aussi celui de le concevoir. L'ensemble du vivant sur 4 milliards d'années, les dinosaures, les amibes, les tomates, les humains, étaient soumis aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie organique. Mais ceci est désormais sur le point de changer. La science remplace l'évolution via la sélection naturelle par l'évolution via la conception intelligente. Pas de conception intelligente de quelque Dieu par-delà les nuages, mais notre propre conception intelligente et la conception intelligente de nos clouds. Le cloud d'IBM, le cloud de Microsoft, ce sont les nouvelles forces directrices de l'évolution. Et en même temps, la science peut développer la vie. Après avoir été confiné pendant 4 milliards d'années dans la sphère limitée des composés organiques, la science pourrait permettre à la vie de s'épanouir dans la sphère inorganique. Lors de la révolution industrielle du 19e siècle, l'humanité a essentiellement appris à produire toutes sortes de choses, comme des tissus, des chaussures, des armes et des véhicules. Cela a suffi à un très petit nombre de pays qui ont mené cette révolution suffisamment vite pour subjuguer tous les autres. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une seconde révolution industrielle, mais cette fois, le produit ne sera ni des tissus, des machines, des véhicules ou même des armes. Cette fois-ci, le produit obtenu sera les humains eux-mêmes. Nous apprenons essentiellement à produire des corps et des esprits. Les corps et les esprits seront, d'après moi, les deux principaux produits de la prochaine vague de tous ces changements. Et si un fossé se creuse entre ceux qui savent produire des corps et des esprits et ceux qui ne le savent pas, alors il sera bien plus conséquent que tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire jusqu'à maintenant. Sauf que cette fois-ci, si vous ne faites pas partie de la révolution de façon suffisamment rapide, il y a des chances que vous disparaissiez. Une fois que vous savez comment produire des corps, des cerveaux et des esprits, alors la main-d'œuvre bon marché en Afrique ou en Asie du Sud, où qu'elle soit, ne vaudra tout simplement rien. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Ma meilleure hypothèse, et cela reste une présomption, est que la nourriture ne sera pas un problème car avec ce genre de technologie, nous serons en mesure de produire de la nourriture pour tout le monde. En revanche,
il reste la problématique de l'ennui. Que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur? À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Pour donner un exemple, quand j'avais 21 ans, j'ai finalement réalisé que j'étais gay après avoir vécu plusieurs années dans le déni. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. Beaucoup d'homosexuels vivent dans le déni pendant de nombreuses années. Ils ne savent pas quelque chose de très important sur eux-mêmes. Maintenant, imaginez la situation dans 10 ou 20 ans où un algorithme pourra dire à n'importe quel adolescent exactement où il se trouve, sur le spectre gay, hétéro, et même à quel point cette position est malléable. Et la grande question politique et économique du XXIe siècle sera de savoir pour quelles raisons avons-nous besoin des humains, ou du moins pour quelles raisons avons-nous besoin de tant d'humains. Vous avez une réponse à ça? Actuellement, nous estimons que le mieux est de faire en sorte qu'ils soient heureux avec des médicaments et des jeux sur ordinateur. Nous appelons ça le métaverse. Qu'est-ce que vous faites ici? Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Ce qui fait de vous une classe inutile. Quand je dis que ce sont des humains inutiles, ce n'est pas du point de vue de la mère, de la femme, du fils, ou du moins pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Premièrement, nous avons la population. Le monde compte actuellement 6,8 milliards d'êtres humains et on est en route vers les 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous pourrions réduire cela de peut-être 10 à 15%. Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Oubliez le complot. Écoutez nos agences gouvernementales, ils disent la vérité. Il n'y a pas de complot ici. Faites votre putain de vaccin. Merci, docteur. Vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. Merci d'être venu. Vous êtes un habitué de Davos. Merci d'être venu. Mais il y a une menace qui se profile, celle de l'acteur non étatique. La menace est la nation virtuelle qui établit sa souveraineté au sein d'une souveraineté, afin de pouvoir dire « nous sommes immunisés ou insensibles à vos lois et règlements », essentiellement une diaspora possiblement destructrice. Donc, par conséquent, nous constatons que les paramètres de menace, de risque, de défi et d'opportunité sont en augmentation.